Derrière nous, vous reconnaissez la médiathèque André Malraux de Strasbourg et les boutiques de Rive Étoile. C'est en fait ce qu'on appelle le nouveau quartier de Strasbourg. Et oui Lionel, c'est l'extension de la ville vers le Rhin. Alors si aujourd'hui la ville lui tourne encore le dos, nous allons vous montrer des projets innovants et créatifs pour que le fleuve ne soit plus une frontière. Alors ici, je vous amène au port autonome de Strasbourg et vous allez voir à quoi il pourra ressembler dans 10 ans, en 2020. Et grâce à toute l'équipe de Batorama, nous allons vous offrir un point de vue inédit pour imaginer ensemble une nouvelle cité. Alors pour construire cette ville du futur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'innovation, de la création, des initiatives. Ici, c'est ici. Chose promise, chose due, nous sommes sur un bateau pour une visite dans le Strasbourg en 2020. Alors Marc, vous êtes un écrivain, vous êtes chargé de mission à la communauté urbaine de Strasbourg et on est ici dans un endroit que vous aimez particulièrement bien, c'est le bassin Vauban. Je me suis laissé dire que vous faites même des petits pique-niques ici. Qu'est-ce qui vous séduit dans l'endroit? La première chose, c'est la vue qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire quand on est sur ce côté-là du bassin Vauban, et qu'on regarde vers l'ouest, on a ce formidable môle de la citadelle avec des arbres magnifiques, c'est la nature, c'est l'eau. On a l'horizontalité ici. Et à Strasbourg, où on vit quand même avec mentalement, visuellement, cette chose magnifique qui est la verticalité de la cathédrale, ici on a une dimension complètement nouvelle de la ville. Alors c'est un terrain qui fait près de 9 hectares, entre Strasbourg, la fin de Strasbourg et le début de quai, le tram va y passer. Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur cette terre qui est plutôt une friche pour l'instant? Il faut penser que Strasbourg a toujours été une ville très accueillante pour des populations très différentes, mais aussi pour des artistes venant de beaucoup de pays. D'Allemagne, bien sûr, mais pas seulement d'Allemagne. Et moi, je trouve que dans cet espace de la ville, pourrait vraiment se créer un endroit où il y ait bien entendu de l'habitat, bien entendu des entreprises, bien entendu des restaurants, mais aussi une présence des artistes qui viennent donner ce visage ouvert sur l'Allemagne, ouvert sur le Rhin, ouvert sur l'Europe, qui fait partie de la vie de Strasbourg. Voilà, c'est simplement une nouvelle manière de faire battre le cœur artistique de la ville. Ce sera peut-être ce Strasbourg en 2020, qui sait. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté Jacques Tati. Vous en pensez quoi? Écoutez, moi je pense au décor de Playtime, hein, c'est-à-dire en fait à cette ville magique imaginaire qu'il a réellement construite en faux et puis qui a été détruite après, qui a laissé une espèce de terrain vague comme ça, donc un endroit libre, un endroit à rêver, un endroit à reconstruire. Donc cette idée qu'on est à la fois dans toutes les possibilités et puis cette autre chose importante qui est le fait qu'il faut garder ici un rapport d'intimité parce qu'on a beaucoup d'espace, on a beaucoup de ciel, on a beaucoup d'eau et en même temps il faut que ce soit un endroit à dimension humaine, il faut que ce soit un endroit chaleureux et je pense que cette tension entre la ville nouvelle et la place de l'individu, c'est une vraie question importante. Bon, c'est vraiment là-dessus que travaillait Tati et je pense que ça reste un beau chantier. Rendez-vous en 2020? Rendez-vous en 2020. Les envies culturelles, c'est pas ce qui manque quand on cherche à restructurer un port pour en faire un lieu de vie.
Les artistes sont souvent à l'origine des projets. Leur imagination débridée permet les rêves les plus fous. À Hambourg, ils ont eu l'idée de construire un bâtiment flottant dans le port entièrement dédié à la musique, un philharmonique les pieds dans l'eau. Sur son site, vous pouvez découvrir ce lieu au fil des siècles. De 1875 à 2012, suivez les évolutions de ce temple marin de la musique. Plus au nord, à Copenhague, il existe déjà un opéra auquel on ne peut se rendre qu'en bateau. Mais voyez plutôt. Un lieu magique et flottant. Mais avouez que ce serait quand même plus pratique avec un pont. Eh bien, justement, un architecte, Stephen Hall, a imaginé toujours à Copenhague une passerelle gigantesque pour relier les deux rives du port. Un projet vertigineux et fascinant. À Strasbourg aussi, il nous faut des ponts pour traverser le Rhin et rejoindre nos voisins allemands. Et bien justement, Lionel va retrouver deux invités pour qui le franchissement du Rhin est une chose primordiale. Ils vont nous expliquer pourquoi et comment. Ouf, j'ai le vertige. Si je suis aujourd'hui sur la passerelle du Jardin des Deux Rives, c'est qu'elle symbolise le rapprochement entre la France et l'Allemagne. Alors à quoi ressembleront nos villes de Strasbourg et Kehl en 2020 ? La responsabilité des hommes politiques est grande puisque c'est à eux de façonner un nouveau cadre de vie et de créer un nouveau modèle de ville. Interview croisée à présent entre Roland Ries, maire de Strasbourg, et Günther Petry, maire de Kehl. Voilà, nous sommes sur le bateau et le maire de Kehl, Günther Petry, nous a rejoints. Alors, monsieur le maire, derrière vous, il y a la France. En face de vous, il y a votre ville de Kehl. Nous sommes en 2020. Elle ressemble à quoi ? Avant d'anticiper les 10 années à venir, on peut déjà considérer ce qui a été entrepris durant les 10 dernières années. Et quand on observe la dernière décennie, on se rend compte qu'on a déjà bien avancé, autant sur le plan qualitatif de la ville que sur le plan transfrontalier. Je pense que si on se projette dans les 10 prochaines années, on ne peut qu'espérer progresser davantage. Je vois ici un magnifique jardin qui est le jardin des Deux Rives, qui va rester en l'état parce que cela constitue au fond un poumon vert le long du Rhin. Mais je vois aussi la ville de Strasbourg se rapprocher du Rhin. Elle s'est rapprochée parce qu'à une certaine époque, en réalité, il y avait une sorte de no man's land, le port et les activités portuaires, les terrains militaires, même des terrains d'ordures qu'on avait choisis à cet endroit-là pour faire tampon avec l'Allemagne en quelque sorte. Aujourd'hui, on a une ville qui est sur le Rhin. Elle n'est plus sur l'île, enfin, elle n'est plus seulement sur l'île, elle est sur le Rhin et donc elle s'est rapprochée de la ville de Kehl. Je devrais dire qu'on a une agglomération transfrontalière dont le Rhin est le fleuve traversant exactement comme la Seine est le fleuve traversant de Paris. On est en 2020, le tram arrive maintenant à Kehl, il n'est plus que strasbourgeois. Qu'est-ce que ça change ? Le lien entre Strasbourg et Kehl sera de plus en plus étroit, notamment grâce à la mise en circulation du tramway. Je pense aussi que celui-ci représenterait un avantage pour la ville de Strasbourg en circulant au-delà de la frontière. En effet, le fait qu'un transport en commun régional ait son terminus dans un autre pays représente une perspective très intéressante pour une ville européenne. De nombreux Allemands n'aiment pas aller à Strasbourg en voiture. Ils garent leur véhicule à Kehl car tout est en allemand. Ce sera
serait l'idéal pour eux de pouvoir monter dans le tramway à Kehl en direction de Strasbourg. Cela renforcerait le lien entre les deux villes. Quand vous regardez Strasbourg en 2020, est-ce une ville plus verte? C'est évidemment une ville qui a complètement changé parce que les vieilles règles d'architecture et d'urbanisme ont été peu à peu abandonnées au profit d'un urbanisme beaucoup plus respectueux de l'environnement et qui en même temps permet d'avoir des bâtiments de meilleure qualité de façon à réduire les charges au quotidien, par exemple de chauffage. Donc on a complètement transformé nos modèles de développement urbain. On a fait de la ville sur la ville plutôt que de laisser l'agglomération s'étendre au loin. C'est extrêmement important parce que cela réduit au fond la nécessité des trajets pendulaires, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire des allées et retours, des entrées et sorties de la ville. Nous mettrons bien sûr tout en œuvre pour que la ville reste verte, agréable pour les piétons mais aussi pour les cyclistes. Sur le plan écologique, nous souhaitons bien sûr œuvrer en faveur de la protection de l'environnement. Nous nous dirigeons actuellement vers le port de Kehl et vous pouvez apercevoir sur l'autre rive diverses usines qui rejettent inéluctablement des substances nocives. Nous devons veiller à réduire le problème de la pollution de l'air qui en résulte. Cela relève du domaine transfrontalier puisque le vent transporte ces polluants au-delà du Rhin. Nous conserverons certes une ville verte, nous nous développerons, mais nous ne pourrons pas négliger le problème de la protection de l'environnement. Et alors la dernière question, monsieur le maire, d'un point de vue humain, je voudrais que ce soit le cœur qui parle. Vous avez en charge une sacrée responsabilité quand même d'imaginer l'avenir. Est-ce que c'est difficile comme ça de se dire que les décisions qu'on prend, c'est des décisions qui vont impacter directement la vie de nos enfants? Je pense que le plus important, c'est de maintenir une cohabitation paisible au bord du Rhin, telle que nous l'avons fait ces 60 dernières années. D'ailleurs, tout à l'heure, quand nous sommes passés devant la passerelle, nous avons aperçu du côté français un bunker datant de la Seconde Guerre mondiale. Cette passerelle et ce bunker sont un signe du passé, du présent, mais aussi de l'avenir. En effet, le terrible passé de guerre entre nos deux peuples a aujourd'hui été remplacé par une vie paisible. C'est à cela que nous travaillons aujourd'hui. Nous souhaitons laisser à nos enfants un avenir de paix pour éviter de leur faire revivre ce que nous avons vécu. Au fond, il y a deux écueils. Le premier, c'est de faire une ville simplement à partir des demandes des uns et des autres. Or, ces demandes, elles sont souvent contradictoires. L'autre écueil, c'est d'imaginer que moi tout seul, parce que je suis maire, je détiens la vérité révélée. C'est pas vrai. L'un et l'autre de ces écueils doivent être évités. C'est entre les deux qu'il faut essayer d'avoir cette vision, peut-être cette utopie urbaine dont je parlais, et ensuite de prendre les décisions du quotidien en fonction de cette vision-là. C'est ce que j'essaye de faire. J'espère y arriver et ne pas faire trop d'erreurs. Rendez-vous dans 10 ans? Rendez-vous dans 10 ans. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et oui, il faut de l'imagination pour concevoir le futur. Et si je tape pont plus imagination, je découvre quelques utopistes qui sont allés encore plus loin dans le délire. Connaissez-vous les villes-ponts? Elles sont le résultat d'une imagination débridée, celle de Jonas Friedman. Au début du XXe siècle, cet architecte jette un pont entre la pensée et le réel. Comme quoi, l'utopie existe effectivement en architecture. Et ce n'est pas Vincent Calbeau qui me contredira. Cet architecte invente des lieux utopiques dans différents endroits du monde. Et l'eau est très présente dans ses réalisations. Il invente notamment une ville-île pour réfugiés climatiques. Mais trêve d'utopie virtuelle et retour au réel. Lionel et son invité nous replongent dans l'histoire du port du Rhin et de son activité industrielle.
Nous sommes dans le bassin du commerce du port autonome de Strasbourg. Ce bassin du commerce a été créé en 1904. Autrement dit, depuis 105 ans, il y a ici à Strasbourg une grosse activité économique et industrielle. Alors Jean-Mathieu Collard, architecte, urbaniste. Alors quelle est l'histoire finalement de ce lieu? Ça fait très château, hein? Ah bah ça c'est les Grands Moulins, c'est un très beau château industriel à Strasbourg. Hein. Si vous mangez du pain, la farine elle est passée par là. D'accord. Il y a cette grande tour qui a dû être construite au départ avec son ossature en béton, sa corniche en haut et puis tout son accastillage là pour remplir les péniches. On a rajouté après les silos. Et puis il y a tout le bâtiment qui le poursuit là, avec un effet de socle, des fenêtres bien dessinées, regroupées, des petits voûtins en briques en partie haute. Regardez les fenêtres en partie haute comme elles sont mignonnes là, une grande, deux petites, les fers en façade pour retenir la brique, tout ça c'est assez sympathique. Alors après là on a 1960 je pense où on a fait cette extension où il y a encore un peu de soin, les fenêtres du rez-de-chaussée qui sont, vous voyez, encore un peu voûtées. Enfin, la maçonnerie est voûtée, pas la fenêtre, hein, quand même, il ne faut pas exagérer. Après, c'est quoi? C'est les années 70, plus de fenêtres du tout, juste un mur, un toit. Et regardez sur la façade, encore un peu de traitement avec un effet de colonnade. Et puis ces quatre fenêtres, ces quatre fausses fenêtres sur le haut. Alors après, il y a Sanara. Alors Sanara, ça doit être du stockage, c'est un bâtiment très fonctionnel, lui. Plus de fenêtres sur l'extérieur, hein, mais les fenêtres elles sont au-dessus des portes, donc les gens qui sont à l'intérieur, ils ne voient pas dehors. Et puis alors après là, on arrive sur le poste à conteneurs et là, il n'y a plus d'architecture. Ça fabrique des volumes comme des bâtiments, hein, parce que quand il y en a 5-6 l'un empilé, ça fait un bel immeuble, mais il n'y a plus de bâtiments puisque maintenant on n'en a plus besoin. On transporte tout dans des grosses caisses. Ces caisses, elles vont du bateau sur le train, du train dans le camion, du bateau directement sur le camion. Donc ça, c'est un peu l'avenir de l'architecture industrielle, c'est plus d'architecture. Est-ce qu'aujourd'hui on va mêler et vie industrielle et logement? On peut imaginer à terme ici des immeubles et des appartements? Moi j'adore ces paysages, j'adore le port avec le vide que ça fabrique dans le paysage. Et donc ça c'est une grande force pour construire de la ville. Quand je fais le tour du port en bateau, je vois des lieux où je me dis, on pourrait construire. À mon avis, on peut mettre 25 000 logements sur le port du Rhin sans problème. Et ces 25 000 logements, c'est 25 000 maisons individuelles en moins dans le Corosberg. Hein. Le port autonome de Strasbourg, c'est donc avant tout un lieu où l'on travaille. Sur son site, vous pourrez vous familiariser avec l'histoire de ce lieu depuis l'Antiquité jusqu'en 2020. Voici quelques dates phares. 1331, date de la création de la puissante corporation de l'Ancre qui concentre l'activité portuaire aux alentours de l'ancienne douane. Ou encore, plus récemment, au XIXe siècle, l'ouverture du canal du Rhône au Rhin, puis de la Marne au Rhin. Et aujourd'hui, la ville se déplace vers le port, alors pour tous les détails de son extension, rendez-vous sur france3.fr. Il suffit de tourner les yeux vers les autres grandes villes françaises pour trouver une pluie de projets visant à diversifier les activités des ports. À Paris, par exemple, les docks ont été réaménagés pour accueillir d'ici la fin de l'année Dock en Seine, la nouvelle cité de la mode et du design. Et à Lyon, les docks deviennent pour quelques jours une foire internationale d'art contemporain. Il ne manquerait plus que les visiteurs s'y rendent en bateau. Ailleurs en France, dans le port de Nantes, à Saint-Nazaire, on a pensé à intégrer une autre ville dans le port. Des lieux pour y travailler, pour y profiter de loisirs et même pour se loger. En un mot, pour y vivre. Une île réhabilitée de fond en comble et en plus, ce projet est très développement durable. Comment industrie et habitat peuvent cohabiter ? Eh bien justement, le logement c'est une question essentielle pour le port du Rhin. Qui peut y habiter ? Où
et comment. Lionel nous emmène tout près du Conseil des 15 où dorment quelques péniches. Ben voilà, j'adore les balades sur le Rhin, sur l'eau. Avec Batorama, on découvre la ville. Et Catherine Linder, vous êtes architecte de formation, paysagiste, urbaniste. Et alors ici, on passe devant un drôle de quartier à Strasbourg, c'est le quartier des 15, quartier de maisons chics, mais également de logements sociaux et de péniches. On est en 2020. Il ressemble à quoi ce quartier ? Il ressemble déjà à un quartier qui vit au bord de l'eau, parce qu'aujourd'hui il y a une négation totale de l'eau. On voit très bien, il y a un rideau de voitures qui fait du bruit en plus. Bon là, le bruit est couvert par le bruit du bateau sur lequel on est, mais il n'y a aucun plaisir à appréhender le bord de l'eau. Donc on déplace la route. On déplace la route. On a des gens qui se rencontrent au bord de l'eau par le biais d'activités d'ordre public, des terrasses, des cafés. On vient habiter au bord de l'eau parce que finalement ces maisons sont au bord de l'eau, mais bon, il y a quand même une distance relative, une vingtaine de mètres. Donc je pense qu'il y a tout à fait la latitude encore de rajouter tout un rideau d'habitations, mais peut-être d'habitations qui vont s'élever, qui vont avoir la vue, alors peut-être sur le grand lointain, parce que pour l'instant le vis-à-vis effectivement n'est pas très agréable, vont avoir les pieds dans l'eau. Donc vraiment essayer d'arriver à avoir un quartier qui va chercher l'eau en tissant des relations très, très fines, très douces, et qui fait qu'à la fois et ces gens-là s'installent au bord de l'eau, mais également, enfin les gens du quartier, mais également le Strasbourgeois vient passer un moment ici. Ça, c'est pour le beau côté. Vous dites effectivement que de ce côté-ci, il n'y a pas grand-chose. On est en 2020 encore une fois. Quel est le pendant de ce quartier des 15 alors ? Les rails restent. Il n'y a pas de raison de nier le passé. Voilà, les rails sont là, maintiennent la trace du lieu. Donc je vois un espace très brut avec en retrait à la fois des rez-de-chaussée de lieux collectifs, donc de services, d'habitation, de gens qui habitent effectivement, et donc en arrière-plan ou alors par tranches successives, on intercale de l'activité. Donc effectivement peut-être des activités ici peu nuisibles à la vie du quotidien et mettre les activités plus bruyantes dans la partie du port sud. Et je pense que cette partie du port nord a tout à fait la possibilité de fabriquer du tissage, de la mixité, du cadre de vie. Finalement, c'est ça qui fait l'attrait d'une ville. Toujours en 2020, Catherine, est-ce qu'on vit plus sur l'eau ? Ça serait souhaitable, en effet. Bon, déjà, l'eau est à la base, c'est un axe de communication. Donc c'est assez paradoxal. Depuis qu'on est ici, à part le bateau de croisière qu'on a croisé, on a rencontré personne, à part quelques cygnes et canards et mouettes. Donc en effet, c'est un axe qui bouge. Donc il y a des bateaux-bus, les gens s'arrêtent aux arrêts qu'on va trouver à gauche et à droite. Ça devient un axe de communication. Au niveau du port du Rhin, on aura les bateaux qui sont liés à l'activité du port du Rhin. Donc c'est un lieu qui vit et c'est vrai qu'aujourd'hui il manque ce grouillement qui fait que la ville vit au bord de l'eau et vit sur l'eau. Est-ce que ce Strasbourg 2020 vous fait rêver ? Ah oui, complètement. Et même Strasbourg 2040 ou 2050, je suis très optimiste. Aujourd'hui, les projets d'habitat sur l'eau deviennent de plus en plus loufoques et de plus en plus modernes. En voici quelques-uns dénichés sur le net. Des péniches, des maisons sur pilotis, des maisons flottantes et même des villes sur l'eau. Enfin bref, que de drôles de bâtisses. Par exemple, les houseboats. Au 19e siècle, ce concept consistait à transformer des bateaux de transport fluviaux en véritables demeures flottantes. Mais attention, tout projet d'habitat sur l'eau doit répondre à des exigences très précises. Le cahier des charges est important. Les contraintes du quotidien et les nécessités basiques de l'habitat sont énormes. Solidité, stabilité, protection et j'en passe. Enfin bref, il y a du boulot.
Ça fait vraiment rêver ces projets, hein. Extension du tram, nouvelle zone d'habitation, Strasbourg relié à Kehl. Finalement, à quoi ressemblera notre ville dans 10 ans? Et en 2020, Lionel, ça te tenterait de vivre sur le Rhin? Ouais, pas mal. Alors rendez-vous sur france3.fr pour découvrir les idées les plus farfelues de Maisons sur l'eau et pour retrouver cette émission en ligne. Ici, c'est l'innovation, de la création, des initiatives. Ici, c'est ici. Sur France 3 Alsace.